sommaire de cette édition en religion, le programme dénommé Adoration matinale, initié par le frère Gérard Soulé, s'est tenu ce samedi 29 avril 2017. Actualité africaine, la 4e session ordinaire de la 3e législature du Parlement panafricain s'est tenue ce 8 mai 2017 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Au Ghana, le salaire de 26 000 fonctionnaires suspendus par l'État. Actualité internationale en France, première manifestation à Paris après l'élection d'Emmanuel Macron. En Allemagne, le parti d'Angela Merkel remporte une élection régionale test. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information et merci de choisir The Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion comme annoncé dans les titres. L'édition d'avril du programme dénommé Adoration matinale, ce programme mensuel de prière et de délivrance initié par le frère Gérard Soulé a eu lieu ce samedi 29 avril 2017. C'était à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan que s'est tenu ce grand programme. Revivons ensemble les temps forts. Adoration matinale, c'est le grand temps d'adoration et d'écoute qui a été organisé par le berger Gérard Soulé à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Cet événement a été arrosé de louanges et de danses. Bien plus, ce temps d'adoration a été gravé en lettres d'or du fait de la dédicace du premier album du chantre Paul Chérubin intitulé Révélation. Après la prière de consécration du dit album, la cérémonie de dédicace commence avec un geste symbolique de la part du chantre qui distribue aux malades 12 CD représentant les 12 disciples et 12 tribus d'Israël. Les 12 disciples qui mettent les 12 tribus d'Israël, je voulais les partager, faire une offrande. Commencer d'abord par les malades, donner à quelques malades des CD afin que les paroles qui sont dans ce cantique et touchent la révélation qui se propage sur la vie, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Enfin, le peuple de Dieu peut se délecter de sublimes sonorités allant d'un rythme langoureux à un rythme typiquement zouglou. L'adoration matinale, glorieux moment de communion avec Dieu, a refermé ses portes dans une grande effervescence. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine adoration matinale, le 20 mai 2017. Toujours en religion, l'Éternel Dieu était à l'œuvre ce vendredi 28 avril 2017 au quartier Berlin de la commune de Bingerville à l'occasion d'une grande veillée de prière organisée par la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan. De nombreuses délivrances ont été notées, comme nous dit ce compte rendu. Suivant. Il ne se passe plus une semaine sans que la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan n'investisse une localité ivoirienne pour arracher les âmes au royaume des ténèbres. Ce fut encore le cas le vendredi 28 avril 2017 au cours d'une veillée de prière, de délivrance et d'évangélisation à Bingerville, quartier Berlin. Le peuple de Dieu qui a fait nombreux le déplacement a loué l'Éternel sous la conduite de chantres invités. Comme à l'accoutumée, la servante de Dieu a présenté Jésus-Christ le Sauveur du monde comme la solution parfaite aux maux du siècle présent. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Si la sorcellerie se manifeste, c'est qu'il y a la grâce de Dieu ici. C'est qu'il y a un enfant béni de Dieu ici. C'est qu'il y a une femme bénie de Dieu ici. L'homme rempli de la puissance du Saint-Esprit. Quand il chante ce cantique-là, les démons reculent, les sorciers reculent, les marabouts reculent, les féticheurs reculent. À cet appel, des dizaines de personnes ont répondu et décidé d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il s'en est suivi des révélations pointilleuses, des délivrances et des guérisons, le tout dans l'effusion du Saint-Esprit. La puissance de Dieu commence à inonder sa vie. Je vous dis, il ne va plus s'arrêter. C'est la richesse qui a commencé comme ça. C'est la richesse qui a commencé comme ça. Attrapez-le. C'est
Saint-Esprit. Touche maintenant même au nom de Jésus. À la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan, la grande commission, celle d'aller gagner le monde entier à Jésus-Christ, s'applique au quotidien et sans relâche. Nous ouvrons à présent l'actualité africaine avec la 4e session ordinaire de la 3e législature du Parlement panafricain qui s'est tenue le 8 mai 2017 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il faut préciser que cette session avait pour invité d'honneur le président de la République du Burkina Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré. Reportage. Discours solennel du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré devant les parlementaires panafricains. Une allocution inspirée de son expérience d'ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. En sa qualité de chef de l'État, il a tenu à mettre en avant sa vision du développement du continent africain, mais aussi l'attente des peuples. Les peuples africains attendent de votre institution qu'elle s'implique à fond dans la consolidation de la bonne gouvernance, de la démocratie, de la paix et de la sécurité en Afrique par une lutte sans merci contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le crime organisé et l'intégrisme religieux. La 4e session ordinaire du Parlement panafricain portait principalement sur l'état de paix et de sécurité sur le continent, des défis majeurs auxquels l'Afrique est confrontée. Le président du pays des hommes intègres n'a pas hésité à rappeler que l'ampleur du combat à mener passe aussi par la souveraineté continentale. Ma conviction est faite que l'Afrique sera ce que les Africains voudront qu'elle soit. Il appartient aux leaders d'opinion et aux élites africaines d'en faire leur combat quotidien. Le Parlement du Burkina Faso est considéré comme faisant partie des pères fondateurs du Parlement panafricain. Chaque année, le président de l'Assemblée nationale burkinabé est membre de la conférence des présidents au Parlement panafricain. Parlons de politique en République démocratique du Congo où les populations sont toujours dans l'attente de la publication du nouveau gouvernement. Un mois après sa nomination au poste de Premier ministre, Bruno Tshibala n'a toujours pas rendu public son gouvernement. La RDC est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Un mois après la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre, le pays n'a toujours pas ses gouvernements censés organiser les élections au mois de décembre 2017 conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. La nomination de Bruno Tshibala est l'objet de controverses au sein de la classe politique. Certains jugent malvenu ces gouvernements. Ce n'est pas le gouvernement qui est pratiquement un malvenu, mais plutôt les élections que les peuples attendent. Si nos politiciens avaient les Congo à cœur, il n'y aurait même pas de gouvernement. On aurait demandé que les secrétaires généraux expédient les affaires courantes, mais parce qu'ils doivent aller au mangeoire pour voir l'argent pour les élections, ils doivent partir là-bas et se partager les postes. Bon, alors, donnez-nous un gouvernement pour que nous avancions. Le rapport de consultation mené par le Premier ministre Bruno Tshibala en vue de la formation du gouvernement a été remis jeudi 4 mai au président de la République Joseph Kabila. Des sources auprès du Premier ministre ont annoncé sa publication dans un bref délai. Du côté des signataires des arrangements particuliers intervenus le 27 avril 2017, ce sont les appels au soutien qui se multiplient. La population a soutenu l'accord du 31 décembre, a soutenu l'arrangement particulier qui a été signé et d'office a soutenu le Premier ministre issu de cet accord, issu de cet arrangement particulier. Donc ce n'est que normal que la population puisse lui faire confiance. En dehors de la population, la communauté internationale, comme ça au moins ça nous permettra d'aller de l'avant et d'aller vers les élections. C'est une équipe de 54 membres qui est attendue au prochain gouvernement, soit 13 de moins par rapport au gouvernement Sami Badibanga. Un exécutif qui se fera sans le rassemblement L. Félix Tshisekedi, considéré comme l'aile radicale de l'opposition. Le gouvernement Tshibala est appelé à organiser les élections en fin décembre 2017, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Sera-t-il possible de le faire à 7 mois de cette échéance ? Une mission difficile, comme l'estiment de nombreux observateurs. Au Ghana, le ministère des Finances a suspendu les salaires d'environ 26 000 fonctionnaires, comme annoncé dans les titres. Selon les autorités ghanéennes, ces fonctionnaires seraient des travailleurs fictifs de la fonction publique de ce pays.
Le ministère des Finances du Ghana a suspendu les salaires d'environ 26 000 travailleurs de la fonction publique. Une suspension qui fait partie des nombreux points retenus par le gouvernement en matière de lutte contre la corruption et l'instauration de la transparence au sein des différentes administrations pour s'attaquer à la dilapidation des fonds publics. Le Trésor du pays a annoncé la semaine dernière qu'il avait ordonné la suspension de 26 589 salaires en avril, du fait du refus de plusieurs employés de se conformer à une directive leur demandant de s'inscrire dans le système biométrique du Fonds de sécurité sociale du pays. Le ministère a toutefois rassuré que les travailleurs dont les salaires auraient pu être bloqués par erreur seront payés au plus tard le 15 mai. Cette opération, ordonnée par le président Akufo-Addo, fait suite à une enquête menée par le ministère ghanéen des Finances qui a démontré que plusieurs fonctionnaires fantômes coûtaient plus de 103 millions de dollars par an au gouvernement du Ghana. En Afrique du Sud, les tensions ont été ravivées après la libération sous caution de 2 fermiers blancs accusés d'avoir tué un adolescent noir. Selon le juge, le manque de preuves formelles aurait milité en faveur des accusés. Suivant. Les tensions raciales ravivées en Afrique du Sud après la libération sous caution de 2 fermiers blancs accusés d'avoir tué un adolescent noir. Selon l'accusation, les 2 hommes âgés respectivement de 26 et de 34 ans auraient attaché leur victime présumée seulement âgée de 16 ans à l'arrière d'un véhicule et l'auraient entraîné provoquant de ce fait sa mort. Ils l'auraient attrapé en train de leur voler des fleurs de tournesol. Selon le juge qui a ordonné leur libération sous caution, ils ne pouvaient plus rester en détention puisque le témoin principal dans cette affaire n'a pas pu confirmer si le jeune adolescent était bien ce que les 2 fermiers traînaient à l'arrière de leur véhicule. C'est en effet vrai que la mort de la victime a de fait divisé la communauté de Coligny selon des déterminants raciaux, comme le démontrent les 2 pétitions qui ont été déposées devant ce tribunal. Les 2 fermiers ont bénéficié d'une libération en payant une caution de 5 000 rand chacun, soit 370 $. Nous respectons le verdict du tribunal d'accorder la liberté sous caution aux accusés, mais nous sommes déçus. Le décès du jeune adolescent le 20 avril dernier a suscité une flambée de violence. Les manifestants ont mis le feu sur 4 maisons et sur plusieurs machines agricoles. Sur le lac Turkana, dans le nord du Kenya, la raréfaction du poisson fait régner une grande rivalité entre les pêcheurs. Les tribus des pêcheurs s'affrontent à l'arme automatique dans cet endroit, la faute à un barrage construit en Éthiopie. Pour mieux comprendre, suivons cet élément. Armés et prêts à en découdre, sur la plage du lac Turkana, il règne comme une ambiance d'avant-bataille parmi les pêcheurs. Les rivalités traditionnelles font rage dans cette région sans loi du nord du Kenya, où les ressources sont de plus en plus rares et les poissons convoités. On ne négocie pas lorsqu'on rencontre les Dessanèches. On tire à vue et ils tirent à vue. C'est la seule langue que nous parlons. Autrefois, une pêche n'était réussie que si les filets débordaient de tilapia, de perches du Nil, de carpes. Aujourd'hui, les pêcheurs sont contents de regagner le rivage en vie. Le coupable, Gib 3, le barrage le plus haut d'Afrique, construit à 600 km au nord sur l'Omo, l'affluent éthiopien du lac Turkana. Si vous arrêtez ces crues saisonnières pour contrôler le débit, cela veut dire que le stimulus pour la migration des poissons en amont de la rivière, pour se reproduire avant de revenir, sera perdu. Donc, nous aurions un effondrement au niveau du cycle de reproduction. Les pêcheurs se sentent abandonnés par le gouvernement, qui serait plus intéressé par la possible importation d'électricité que par le sort d'une région historiquement marginalisée. Et la rivalité séculaire entre les Turkana et les Dessanèques, qui habitent de part et d'autre entre le Kenya et l'Éthiopie, est devenue meurtrière. Rien de bon ne sort de ce lac, seulement la mort. Leurs filets de pêche rencontrent les nôtres dans le delta. Ils jettent leurs filets d'un côté alors que nous faisons la même chose de l'autre. Les fortes marées nocturnes poussent les filets qui finissent par s'emmêler dans le lac. Donc récupérer nos filets devient un problème qui conduit à des affrontements. Alarmés par ces dangers, quelques chefs Turkana et Dessanèques ont débuté en mars des pourparlers de paix.
Le pire est peut-être à venir, car l'ambition éthiopienne est également agricole. Des projets d'irrigation impliquent le détournement de quantités colossales d'eau. Avec environ 90% de l'afflux d'eau douce du lac qui provient de la rivière Omo, la bataille pourrait être alors perdue pour tout le monde sur les rives du Turkana. À Madagascar, les populations se mobilisent après le passage du cyclone Enao. Des volontaires débarrassent la plage de Toisima où se sont entassées des centaines de tonnes d'ordures drainées par le canal des Panagan. Des déchets à perte de vue. Des tonnes de bouteilles en plastique se sont entassées sur cette plage après le passage du cyclone Enao qui a fait environ 80 morts en mars dernier à Madagascar. Près de 2000 bénévoles malgaches comme Rostand se sont relayés pour nettoyer la plage de la capitale. La plage n'est pas réservée aux personnes valides. Nous aussi, les personnes handicapées, avons besoin de respirer un air pur. C'est pour cela que j'ai tenu à venir aujourd'hui. Au total, plus de 1000 tonnes d'ordures ont été ramassées grâce à la solidarité des habitants. Moins de $300 financés par des chefs d'entreprise ont été nécessaires pour acheter les gants et les masques. À l'initiative de l'opération, une association en colère accuse la municipalité d'immobilisme. Depuis des années, les éboueurs ont pris l'habitude de jeter dans le canal des pangolans les ordures ramassées auprès des ménages. Les responsables de la mairie n'ont rien fait pour empêcher cela. Après le passage du cyclone Enao, les ordures sont drainées par le courant vers la plage. 2 semaines sont passées et les responsables de la mairie n'ont toujours rien fait. Pour les soutiens du parti au pouvoir, l'accumulation de déchets est aussi causée par un manque de civisme des habitants. À cause du cyclone qui est passé à Madagascar, les déchets jetés dans le canal des Pangolans se retrouvent sur la plage. Mais cette pollution est aussi causée par les activités de la population dans les quartiers. Débarrassée de ces ordures, la plage de la capitale retrouve toute sa beauté. Mais les populations ne comptent pas s'arrêter là. Elles veulent transformer ces bouteilles en plastique en pavés autobloquants afin d'embellir encore plus cette plage. Avant d'ouvrir la page de l'actualité internationale, nous reformons cette page panafricaine avec les conditions de vie des migrants de plus en plus difficiles. En Libye, par exemple, pays de transition sur la route de l'Europe, ces migrants sont souvent victimes de divers trafics. Reportage. Ils sont souvent des milliers de migrants en provenance de l'Afrique subsaharienne qui empruntent le dangereux chemin vers l'Europe. Bouba Fabaré était l'un des 169 migrants rapatriés de Libye le 4 avril 2017. Ce jeune Gambien a été bloqué comme des milliers d'autres Ouest-Africains dans la ville de Chaba, située à plus de 600 km au sud de Tripoli, la capitale. Dans ces pays, les migrants qui souhaitent un avenir meilleur en Europe sont vendus, torturés et transformés en esclaves. En Libye, le noir est traité comme un esclave et il y a des Libyens qui se couvrent le nez lorsqu'ils voient un noir dans la rue. Ils ne veulent pas vous serrer la main ni rester à côté de vous dans une mosquée et parfois on vous interdit même l'accès à ces lieux de prière. Pour atteindre l'Europe, la Libye constitue un passage obligé pour les migrants venus d'Afrique de l'Ouest. Mais dans ces pays où règne le chaos, en plus de la prison, ils sont souvent victimes de violences physiques et psychologiques. Leur quotidien est rythmé par la terreur, les menaces, les intimidations, les humiliations et les travaux forcés ou impayés. Il m'a dit, j'ai un réfrigérateur dans ma maison et je veux le déplacer dans une autre pièce. J'ai besoin de 4 personnes pour cela. Lorsque 4 d'entre nous l'ont rejoint dans le pick-up, il a verrouillé les portes. Il a sorti un pistolet et tiré un coup, menaçant de nous tirer dessus si on tentait de s'échapper. En Libye, beaucoup de migrants voient leurs rêves brisés et transformés en véritable calvaire. En avril 2017, l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, a déclaré que les migrants sont achetés et vendus dans les marchés d'esclaves modernes de Chaba. A noter qu'en 2016, environ 4500 personnes qui ont tenté le périlleux voyage vers l'Europe sont mortes au large des côtes libyennes. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité internationale avec la France. Sa première manifestation à Paris après l'élection d'Emmanuel Macron. Des centaines de personnes ont défilé ce lundi entre les places de la République et la Bastille à Paris pour lancer un premier avertissement social à Emmanuel Macron au lendemain de son élection à la présidence de la République.
En France, des milliers de personnes ont défilé lundi après-midi dans les rues de Paris, entre République et Bastille. Elles ont répondu à l'appel du collectif Front Social qui avait appelé à battre les deux candidats entre les deux tours. La police a signalé quelques jets de projectiles et de légères dégradations. Elle a procédé à l'interpellation d'une personne. Les participants ont répondu à l'appel de syndicats ou d'associations qui n'ont jamais accepté la fin de la bataille contre la loi travail. Nous ne voulons pas d'un président qui a été mis en place par Bruxelles, par les lobbies des banquiers, et qui ne représente en réalité que 30% de la population qui ont voté pour lui. Il faut montrer qu'on est présent et que même si certains ont voté pour lui, même si on a voté pour lui, on va être très vigilant derrière et on ne va pas accepter qu'il continue le travail qu'il a commencé lors de son mandat, à savoir détruire le code du travail comme il a commencé à le faire. Là-dessus, on va pas le lâcher, quoi. Les centrales syndicales nationales n'ont pas souhaité s'associer à ce rassemblement, malgré leurs inquiétudes liées notamment à la volonté du nouveau président de légiférer par ordonnance pour réformer le droit du travail. Toujours en France, le président français François Hollande s'est rendu en Allemagne pour son dernier déplacement à l'étranger avant de céder le pouvoir. Il a été accueilli à Berlin par la chancelière Angela Merkel, à qui il avait réservé sa première visite officielle. François Hollande à Berlin ce lundi pour sa dernière apparition sur la scène internationale. Le chef de l'État français a été accueilli par Angela Merkel, qui a déclaré un peu plus tôt dans la journée qu'elle a eu plaisir à travailler avec François Hollande et rappelé qu'ensemble, ils ont réussi à construire une confiance mutuelle. Au cours du quinquennat, les deux chefs d'État se sont rencontrés à de nombreuses reprises, que ce soit pour parler de sujets économiques, de sécurité lors des attentats djihadistes de 2015, ou encore pour négocier la paix en Ukraine. Dans une semaine, ce sera au tour d'Emmanuel Macron de fouler pour la première fois le tapis rouge de la chancellerie. Tout comme François Hollande en 2012, le nouveau président français devrait réserver sa première visite à un dirigeant étranger à la chancelière allemande. Parlant de l'Allemagne, le parti conservateur d'Angela Merkel a remporté ce dimanche une élection régionale dans le nord de l'Allemagne. Cette victoire conforte le statut de favorite d'Angela Merkel pour les futures législatives. En Allemagne, le parti d'Angela Merkel a remporté une élection régionale test dimanche. Les démocrates chrétiens de la CDU ont remporté l'élection de l'État du Schleswig-Holstein. Cette victoire du parti conservateur conforte un peu plus le statut de favorite de la chancelière pour se succéder à elle-même après les législatives de septembre prochain. Après la victoire de la CDU dans cette région frontalière du Danemark, c'est désormais sur la Rhénanie du Nord-Westphalie que tous les regards sont portés. À la fin de la semaine, un scrutin régional s'y tiendra et une nouvelle défaite des sociodémocrates du SPD pourrait réduire à néant les espoirs de Martin Schulz de s'emparer du pouvoir à Berlin à l'automne. L'ancien président du Parlement européen souhaite en effet ravir la place de chancelier à Angela Merkel, au pouvoir depuis 2005, et qui briguera quant à elle un 4e mandat en septembre. Le tourisme médical en Turquie qui est en plein essor, en tête les implants capillaires, un secteur où le pays excelle. Les touristes médicaux, en majorité arabes, profitent de leur séjour pour découvrir Istanbul. Suivons. Sur les artères touristiques d'Istanbul, ils ne passent pas inaperçus. Visibles à leur bandeau ou à un crâne encore rougi par l'opération, ces drôles de touristes viennent de se faire implanter des cheveux. Le business est en plein essor, la Turquie s'est imposée en destination incontournable. La clientèle des pays du Golfe est la plus nombreuse. Faisal a fait le voyage depuis l'Arabie Saoudite. Ce qui m'a décidé à me faire opérer, c'est une chute rapide de mes cheveux. Je commençais à être dégarni, alors j'ai décidé de sauter le pas et me faire des implants. À flux tendu, cette clinique traite près d'une trentaine de patients par jour. L'opération dure de 6 à 8 heures. Les follicules pileux sont extraits un par un, puis replantés dans les zones désirées. Près de 300 cliniques offrent désormais ce service. Conséquence, Istanbul est devenu très bon marché, autour de 1 200 € l'opération.
D'abord, les prix sont évidemment très attractifs. Mais tout de suite après, le second critère essentiel, c'est la qualité de cette opération. La Turquie est très avancée pour la chirurgie esthétique et l'implant capillaire. Les patients achètent une opération de très haute qualité au quart du prix normal. Et il existe un troisième critère, loin d'être négligeable pour certains patients. Je suis venu pour l'implant de cheveux, mais aussi pour le tourisme. Tentative de coup d'État, vague d'attentats terroristes, en Turquie la saison touristique 2016 a été désastreuse. Mais le secteur médical n'a pas été autant affecté. Lorsque l'on regarde les chiffres du tourisme médical pour 2016, on constate une hausse de 5%. Cela signifie qu'alors que le tourisme est en déclin, que les étrangers sont moins nombreux à venir, notre secteur, lui, continue de se développer. D'après le ministère turc de la Santé, environ 60 000 patients étrangers ont fait des implants capillaires l'an passé. À Istanbul, le business de la calvitie a encore de beaux jours devant lui. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.